Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, hécatombe en Iran, au moins 38 morts, dont 7 enfants dans un nouveau raid aérien américano-sioniste dans différentes villes du pays. Téhéran poursuit sa riposte. Les services de secours sionistes ont confirmé l'extraction de 4 corps des décombres d'un immeuble à Haïfa, dans les territoires palestiniens occupés. Médiation internationale pour le Moyen-Orient. Téhéran confirme avoir finalisé ses contre-propositions. On en parlera dans cette édition. Et puis nous irons au Liban où le pilonnage systématique des hôpitaux par les forces sionistes ne relève pas de l'accident tactique, mais d'une violation caractérisée du droit international, transformant les sanctuaires de soins en cibles de guerre. Et enfin, un conflit russo-ukrainien, 3 morts dans des attaques présumées russes à Odessa, tandis que des frappes de drones ukrainiens ont fait une dizaine de blessés dans le port stratégique de Novorossiysk. Bonsoir à toutes et à tous. Une série de raids aériens américano-sionistes d'envergure ont frappé la capitale iranienne et la province de Qom la nuit dernière, causant la mort d'au moins 38 personnes, dont de nombreux enfants, et faisant des dizaines de blessés. Selon l'agence de presse Fars, Téhéran a été le théâtre d'explosions continues, touchant des secteurs résidentiels ainsi qu'un établissement universitaire où 13 victimes, dont 7 mineurs, sont à déplorer. Alors que les opérations de secours se poursuivent. La télévision d'État a par ailleurs fait état de 16 morts et 16 blessés dans le district de Baristan à la suite du bombardement d'un quartier d'habitation. Le corps des gardiens de la révolution islamique a officiellement confirmé le décès de Majid Khademi, chef de son renseignement survenu ce lundi lors d'une opération aérienne ciblée. Selon le communiqué de l'institution, cette frappe attribuée aux forces sionistes et américaines s'inscrit dans une quête à la recrudescence des tensions régionales. Au responsable de la sécurité intérieure et stratégique, Majid Khademi avait pris ses fonctions en 2025. Il avait été nommé pour succéder à son prédécesseur, lui-même victime d'une frappe aérienne sioniste l'année précédente. Les États-Unis et l'entité sioniste continuent de cibler des infrastructures iraniennes dites stratégiques, mais surtout civiles, notamment les établissements de sciences. Une frappe conjointe a visé tôt ce lundi le centre de données de l'université de technologie de Sharif à Téhéran, une infrastructure critique hébergeant la plateforme nationale d'intelligence artificielle et de nombreux services numériques iraniens. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, malheureusement ce matin, l'ennemi a attaqué un bâtiment de l'université, l'endommageant considérablement. Une institution scientifique dont la mission est la culture et le développement du savoir a été touchée par cet acte inhumain perpétré par les ennemis de notre pays. Si Dieu le veut, nos soldats sur le front apporteront la riposte nécessaire et à l'université, institution de connaissance et de culture, nous procéderons également, si Dieu le veut, à sa reconstruction. Et si Dieu le veut, nous ferons de ce pays une nation capable de s'affirmer pour les générations futures comme une grande puissance scientifique mondiale. Dans ce sillage, le commandement militaire central iranien, par la voix de son porte-parole Brahim Zolfarari, a officiellement mis en garde contre toute nouvelle frappe visant des infrastructures civiles. Téhéran souligne que la persistance de telles attaques déclenchera une escalade majeure, marquant le passage à des phases offensives et des mesures de représailles d'une puissance et d'une ampleur, je cite, nettement supérieure aux opérations actuelles.
Dès le début, nous avions déclaré que toute agression contre des cibles civiles entraînerait une riposte vigoureuse contre les intérêts de l'ennemi ou qui se trouve dans la région. Si les attaques contre des cibles civiles se répètent, les prochaines phases de nos opérations offensives et de représailles seront menées de manière bien plus puissante et étendue, et les pertes et dégâts qu'ils subiront en persistant dans cette voie seront décuplés. Téhéran qui a d'ailleurs annoncé avoir mené des frappes coordonnées de drones contre des infrastructures énergétiques près de Dimona et le quartier général des forces américaines sur l'île de Boubiyan au Koweït. Les vaillants combattants des forces armées de la République islamique d'Iran ont, dès les premières heures de ce matin, en réponse décisive aux crimes des ennemis américano-sionistes, pris pour cible au moyen de frappes de drones, des installations pétrochimiques et des réservoirs de stockage de carburant situés au sud des territoires occupés près de Dimona, ainsi que le dépôt de matériel des unités de communication par satellite et le quartier général des forces terroristes américaines stationnées à Boubiyan, au Koweït. L'escalade majeure au Moyen-Orient a été marquée aussi ce lundi par l'impact d'un missile iranien sur la ville de Ramat Gan dans les territoires palestiniens occupés, provoquant d'importants dégâts matériels et nécessitant l'intervention immédiate des services de secours de l'occupation. L'Iran a aussi bombardé tôt ce lundi la ville de Haïfa dans les territoires palestiniens occupés. Les services de secours de l'occupation ont confirmé l'extraction de 4 corps des décombres d'un immeuble visé par la riposte iranienne, tandis que les localités de Bnei Brak et Petah Tikva rapportent des destructions significatives sur les réseaux de distribution d'eau et d'électricité, ainsi que des blessés graves. On en parlait tout à l'heure en titre, le ministère iranien des Affaires étrangères, par la voix de son porte-parole Ismail Baqai, a confirmé avoir finalisé sa réponse à une proposition de médiation internationale émanant de l'Égypte, du Pakistan et de la Turquie. Ce plan de désescalade prévoit un cessez-le-feu de 45 jours et la réouverture stratégique du détroit d'Ormuz afin de faciliter des négociations pour une paix permanente. Bien que Téhéran se dit prêt à communiquer sa décision, l'incertitude demeure. L'Iran exige des réparations financières et des garanties de sécurité, tandis que le président Donald Trump maintient une posture offensive en menaçant de frapper de nouveau les infrastructures énergétiques iraniennes. Nous avons préparé notre réponse. Nous déciderons du moment et des modalités de son annonce en temps voulu. Il n'est pas inhabituel que les médiateurs communiquent les points de vue des deux parties. Une nation guidée par la raison, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne peut pas accepter, n'hésite pas à exprimer ses positions. Ces positions ont été communiquées par des médiateurs dès le début. Et il est normal que les échanges de messages se poursuivent. Cependant, les négociations sont totalement incompatibles avec les ultimatums, les crimes et les menaces de crimes de guerre. Pour Téhéran, toute complicité dans des crimes de guerre ou contre l'humanité constitue une violation grave du droit international, passible de poursuites pénales universelles. Tous les pays doivent reconnaître que toute coopération et tout soutien apporté aux États-Unis dans la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité seront passibles de poursuites et devront être dénoncés. Il ne fait aucun doute que proférer de telles menaces constitue un crime de guerre. Cela encouragerait et normaliserait les crimes de guerre. L'Organisation internationale pour les migrations a alerté sur l'aggravation de la crise humanitaire en Iran, où 4,5 millions de migrants afghans font face à une précarité extrême, et ce en raison de la perte d'emploi et d'un manque de protection sociale. Salvador Gutiérrez, représentant de l'OIM, a souligné en particulier la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants, appelant à un soutien international urgent face à cette situation critique.
On observe une augmentation de la vulnérabilité de tous les migrants, en particulier les personnes âgées, les enfants et les femmes. Comme je l'ai déjà mentionné, la plupart de ces migrants ont déjà perdu leur emploi. Ils ne bénéficient d'aucun réseau de protection et n'ont pas de famille sur place. Dans plusieurs cas, leur situation est d'autant plus précaire que nombre d'entre eux sont des migrants en situation irrégulière et n'ont pas accès aux mêmes services que la population nationale. Ils sont donc confrontés à des difficultés accrues. L'OIM dit par ailleurs collaborer avec l'État pour évaluer les besoins et surveiller les mouvements migratoires aux frontières. On écoute. Nous collaborons avec le gouvernement pour évaluer les besoins de la population. Nous menons également des activités de suivi des déplacements et surveillons les flux migratoires aux différentes frontières du pays. Nous apportons une aide directe aux migrants, aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et aux migrants bloqués. Nous sommes donc présents sur le terrain, nous suivons la situation et nous appelons tous les pays à soutenir cette réponse humanitaire qui est absolument nécessaire dans le pays. Au Liban, d'importantes destructions et des débris jonchant la voie publique ont été constatés ce lundi à Nabatiyeh, dans le sud du pays, au lendemain d'une offensive aérienne sioniste nocturne. Selon l'agence de presse officielle libanaise, les raids de l'armée d'occupation sioniste ont visé plusieurs quartiers de la ville et de ses environs. Le pilonnage systématique des hôpitaux libanais par les forces sionistes ne relève pas de l'accident tactique, mais plutôt d'une violation caractérisée du droit international, transformant ainsi les sanctuaires de soins en cibles de guerre. Cette stratégie d'anéantissement des infrastructures de secours orchestre une défaillance sanitaire préméditée, visant à briser la résilience civile par la privation de soins vitaux. Souhila Kilal. Après avoir vécu les bombardements, le siège de l'hôpital Shifa, l'évacuation des patients et vu de ses propres yeux l'effondrement du système de santé de Gaza, le docteur Mohamed Ziara a l'impression de revivre le même scénario, mais cette fois-ci au Liban. Ce chirurgien spécialiste des grands brûlés se trouve actuellement dans le sud du Liban dans le cadre d'une action humanitaire. Le fait qu'il y ait une occupation, que l'armée détruise des hôpitaux, des villes entières et évacue les populations constitue un crime de guerre. J'ai vécu cela à Gaza, j'ai été assiégé à l'hôpital Shifa. La destruction systématique, le fait de rendre les quartiers et les villes inhabitables et de forcer les gens à évacuer sans abri, les laissant dans une situation où ils ne peuvent subvenir à leurs besoins est inadmissible. Je comprends la situation au Liban, je la ressens pleinement. À l'hôpital de Saïda, Dr Ziara et son équipe ont mis en place la première unité spécialisée dans les grands brûlés. Un apport essentiel, voire vital, au système de santé publique libanais, victime directe de la sauvagerie sioniste. Depuis la reprise des bombardements sur le Liban le 2 mars dernier, au moins 54 professionnels de la santé ont été tués dans des frappes sionistes, sans oublier le nombre croissant de victimes civiles au fil des jours. Je ne peux pas retourner à Gaza pour l'instant, mais je peux être au Liban. J'ai de la chance, car toute l'équipe est là pour une seule et unique raison, aider les malades. C'est une nécessité. Il faut mettre fin au génocide. Il faut stopper l'agression en cours contre le Liban. Cette guerre est bien plus violente que la précédente. Je n'ai pas été blessé lors de la dernière guerre, mais celle-ci m'a anéanti. Israël tue des gens. Ce sont des bâtiments civils, pas des cibles militaires. Notre immeuble était un immeuble résidentiel, mais maintenant, tout est détruit. Depuis un peu plus d'un mois, au moins 152 attaques contre des centres hospitaliers, des urgentistes et des ambulanciers ont été menées par les forces sionistes, forçant la fermeture de 6 hôpitaux et de 49 cliniques. Un remake de l'effondrement du système de santé de Gaza est en cours au Liban. Même méthode, même cible, même violence. En toute impunité, Netanyahou continue de violer le droit international et de bafouer les principes fondamentaux des droits de l'homme. Direction Gaza à présent, où les Palestiniens de l'enclave continuent de tomber les uns après les autres. 11 Palestiniens ont été assassinés ce lundi lors de frappes menées par les forces d'occupation sionistes sur le camp de réfugiés de Marazi dans le centre de la bande. Selon des sources médicales locales, l'attaque a été opérée par des drones ayant fait usage de missiles et de munitions réelles au cœur du camp. Ce nouveau drame porte donc à environ 715 le nombre de martyrs recensés par les autorités sanitaires depuis l'instauration
d'un fragile cessez-le-feu le 10 octobre 2025. Et des funérailles ont eu lieu ce lundi à Raza pour Abdurrahman al-Khoudari, victime d'une frappe aérienne sioniste dimanche. Un énième massacre de civils qui fragilise davantage le prétendu cessez-le-feu conclu en octobre dernier, marqué par d'innombrables violations sionistes. الحرب ما زالت مستمرة واحنا يعني مش شايفين شيء على أرض الواقع بيثبت إنه هنالك تهدئة ومش شايفين. La guerre continue et nous ne voyons rien sur le terrain qui prouve l'existence d'une trêve. Au contraire, les difficultés s'aggravent et toutes ces difficultés se multiplient jour après jour. التهدئة هذه غير رسمية. مجلس السلام هذا مش مجلس سلام مجلس حرب. للأسف الشديد. Le Conseil de la paix, ce n'est pas un pays de paix, c'est un conseil de guerre. Malheureusement, c'est un conseil de guerre, pas un conseil de paix. Nous étions heureux et satisfaits. Nous disions que les premières et deuxièmes phases allaient arriver, que ces phases seraient pires que la guerre. Et pourtant, nous subissons encore les conséquences des premières phases de la guerre. Dans l'actualité nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé cet après-midi une réunion de travail pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs en prévision de la visite de sa sainteté, le pape Léon XIV en Algérie, prévue du 13 au 15 avril. Un événement historique majeur puisqu'il s'agit de la toute première visite d'un souverain pontife dans le pays. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a adressé un message de condoléances au président de la République, Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l'ancien chef de l'État, le Moudjahid Liu Minzarwal. Dans ce message, le dirigeant chinois a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien, tout en réaffirmant la solidarité indéfectible de la Chine envers l'Algérie. Xi Jinping a également souligné sa détermination à œuvrer conjointement avec son homologue algérien pour approfondir et porter à des paliers supérieurs les relations de partenariat stratégique global unissant les deux nations amies. Le Premier ministre mauritanien Mortar Ould Diaye est arrivé ce lundi à Alger pour une visite officielle à la tête d'une délégation ministérielle de haut niveau dans le cadre de la tenue de la 20e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération. Les travaux seront consacrés à l'examen des moyens de développer le partenariat bilatéral, d'encourager l'investissement et de faciliter les échanges commerciaux, tout en accordant une attention particulière au développement des zones frontalières et au renforcement de l'intégration économique entre les deux pays. En prévision du scrutin législatif fixé au 2 juillet 2026, l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé le lancement de la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette opération, encadrée par le décret présidentiel numéro 26145, se déroulera du 12 au 26 avril 2026 et concerne prioritairement les citoyens non inscrits âgés de 18 ans révolus le jour du vote, ainsi que ceux ayant changé de résidence. Les démarches s'effectuent soit auprès de délégations communales munies d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, soit via la plateforme numérique dédiée. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira cette semaine en session ordinaire pour examiner le dernier rapport de la mission d'appui en Libye. Les délibérations porteront sur l'évolution de la conjoncture politique et l'évaluation des mécanismes de soutien international destinés à consolider la stabilité nationale. L'ordre du jour mettra l'accent sur la levée des obstacles sécuritaires et institutionnels, condition sine qua non à la mise en œuvre d'un processus électoral inclusif. Conformément aux résolutions internationales en vigueur, cette session vise donc à catalyser les efforts de médiation pour favoriser une transition pacifique et durable, mettant ainsi un terme à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Au Maroc, la coordination de lutte contre la corruption réclame l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la gestion des fonds publics à Marrakech.
lors d'un sit-in devant la nouvelle gare routière qui aurait coûté, selon eux, 12 millions de dollars. L'organisation a dénoncé un système de détournement via des sociétés fictives et des abus d'influence. Elle exige que les responsables de ce gaspillage présumé soient traduits en justice en vertu du principe de reddition des comptes. Ce rassemblement a connu la participation des professionnels du transport routier au Maroc. Cette gare routière, comme tout le monde le sait, a vu ses travaux achevés depuis des années. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ses portes restent toujours fermées et elle n'a pas été ouverte jusqu'à présent. Elle a été marquée par des soupçons de corruption ainsi que par des irrégularités financières et juridiques. Nous, à l'Association marocaine pour la protection de l'argent public, avions déjà déposé une plainte à ce sujet. Nous espérons que les enquêtes judiciaires seront accélérées. Nous souhaitons également l'ouverture d'investigations larges et approfondies concernant les soupçons de corruption entourant ce projet. Cette gare a été construite sans consulter les professionnels, ce qui constitue d'abord une violation de la Constitution qui garantit la participation, puis une violation des lois. Il y a également une violation de la loi fondamentale relative aux gares routières, dont 60% appartiennent aux transporteurs, 20% au conseil communal et 20% au ministère. Ce projet est venu servir les prédateurs de l'argent public et les lobbies de la corruption. Une société sera créée dans des conditions opaques et elle s'emparera des 7400 mètres carrés que vous voyez devant vous et sur lesquels la gare a été construite. Zoom sur le dossier russo-ukrainien. Une attaque de drone imputée aux forces russes a ciblé dans la nuit de dimanche à lundi des zones résidentielles et des infrastructures critiques à Odessa. Ce raid a causé la mort de 3 personnes tout en provoquant l'effondrement partiel de plusieurs habitations. Les frappes ont également lourdement endommagé le réseau électrique, privant d'électricité environ 16 700 foyers et nécessitant des réparations complexes. Cette offensive vient marquer une nouvelle intensification des opérations militaires russes contre ce hub logistique stratégique indispensable aux exportations céréalières et maritimes de l'Ukraine. Et depuis dimanche, le port stratégique de Novorossiysk, situé en mer Noire, est la cible d'une série d'attaques de drones ukrainiens de grande ampleur. Selon le gouverneur de la région, ces frappes ont causé des blessures à au moins 10 personnes et engendré des dégâts matériels significatifs sur le tissu urbain. En réponse à cette offensive, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir neutralisé 50 drones ennemis au cours de la nuit de dimanche à lundi. Et le Kremlin a exprimé ce lundi sa vive inquiétude suite à la découverte d'engins explosifs à proximité d'un tronçon du gazoduc Turk Stream en Serbie. Cette infrastructure stratégique assure l'acheminement du gaz naturel russe vers la Hongrie. Moscou a qualifié la menace, je cite, de potentiellement très dangereuse et a appelé Budapest et Belgrade à prendre des mesures immédiates pour sécuriser l'installation. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a précisé qu'il était prématuré de désigner des responsables. Il a toutefois souligné les antécédents de sabotage attribués à l'Ukraine contre des infrastructures critiques, affirmant que l'enquête pourrait révéler des éléments liant Kiev à cet acte de malveillance. La situation est potentiellement très dangereuse. Nous savons que différentes sections des infrastructures des gazoducs Turk Stream et Blue Stream ont été la cible d'attaques répétées du régime de Kiev. Nous savons également qu'à ce jour, aucune preuve concluante ne permet d'identifier les responsables de ces tentatives d'attaque contre cette artère énergétique vitale en territoire européen, actuellement soumise à de fortes contraintes. Par le passé, comme nous le savons, le régime de Kiev s'est directement impliqué dans des actes de sabotage contre des infrastructures critiques. Il est fort probable que des traces d'ingérence de sa part soient également retrouvées cette fois-ci. До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение. Et cet incident survenu à la frontière serbo-hongroise exacerbe les tensions géopolitiques et domestiques à l'approche des législatives en Hongrie. Bien que Viktor Orban évite une accusation formelle faute de preuves, il lie cet événement au sabotage de Nord Stream pour suggérer une potentielle menace ukrainienne sur la sécurité énergétique nationale.
Je ne voudrais pas aggraver les relations ukraino-hongroises en accusant un pays, par exemple l'Ukraine, sans connaître les faits. Je ne le ferai donc pas tant que nous n'aurons pas les éléments en main. Cependant, il est indéniable que ce que nous vivons actuellement s'inscrit dans une série d'événements, étant donné que les Ukrainiens en ont la capacité et sont prêts à commettre un tel acte. Et puis un mot de sport, notre étoile nationale a une nouvelle fois brillé au Caire. La gymnaste algérienne Kéliane Mour a raflé une nouvelle médaille d'or aux épreuves de poutre d'équilibre lors de la 3e étape de la Coupe du monde de gymnastique qui se déroule dans la capitale égyptienne. Cette médaille est la 2e que remporte la championne olympique après avoir été couronnée dimanche de la médaille d'or aux barres asymétriques. Kéliane Mour a offert une performance remarquable sur la poutre, obtenant une note de 14,226, confirmant ainsi sa supériorité et sa domination sur la compétition. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a bien sûr pas manqué de féliciter la championne olympique, écrivant, je cite, « 2 médailles d'or pour la star algérienne Kéliane Mour lors de la tournée de la Coupe du monde de gymnastique en Égypte, pays frère, un parcours exceptionnel qui honore l'Algérie dans le monde. Merci Kélia, et à d'autres victoires si Dieu le veut. Félicitations. » Fin de citation. Voilà, madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.